Bonjour à tous, bienvenue. On attend juste quelques instants que tout le monde se connecte et on est à vous. Je vois que ça arrive d'un coup. On peut démarrer tranquillement l'introduction pendant que les personnes continuent d'arriver. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire aujourd'hui. Moi, je suis Lorraine, responsable marketing et développement chez Solidatech. Et avec moi, j'ai deux super conférencières aujourd'hui. D'une part, Zoé, qui travaille également avec moi chez Solidatech. Bonjour. Salut Zoé. Et d'autre part, Faustine, de la Maison des associations d'Amiens Métropole. Bonjour à tous. Alors, je garde juste la parole quelques instants pour vous expliquer comment utiliser aujourd'hui l'outil Zoom webinaire pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore. Alors, d'une part, je vous informe que déjà le support de présentation et le replay de ce webinaire seront mis à votre disposition dans notre centre de ressources et vous en serez averti par mail. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, pour Zoom aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions en cours de présentation, quitte à donner un petit peu de contexte, qu'on s'y retrouve le moment venu. En tout cas, posez bien vos questions, s'il vous plaît, par l'onglet Q et R qui est en bas à gauche de votre écran. Et sachez qu'on y répondra à la fin de ce webinaire dans les dernières 20 minutes. Le chat peut également s'avérer utile. D'ailleurs, je vois qu'il y en a plein d'entre vous qui sont déjà dessus. Bonjour Gwenaël, Jean-Marie et tous les autres. Vous pouvez tout à fait vous en servir en mettant bien tous les conférenciers et les participants, si vous voulez échanger avec tout le monde. Mais la seule chose à avoir en tête, c'est que voilà, ce n'est pas ici qu'il faut poser vos questions à proprement parler qui attendent un retour de la part de Zoé ou de Faustine. C'est l'endroit où échanger avec les autres structures participantes aujourd'hui sur les retours d'expérience, ce genre de choses, les outils éventuellement que vous souhaitez conseiller aux autres, et aussi l'endroit où nous remonter les problèmes techniques. Si vous nous entendez mal, si on parle trop vite, c'est dans le chat qu'il faut nous le dire. Voilà. Sur ce, je vous présente rapidement quelques slides sur les grandes lignes de Solidatech et après, je passerai la main à Zoé. Alors, Solidatech, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas tout ce qu'on fait du moins, nous sommes un programme de solidarité numérique dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Donc, en fait, nous, on appartient aux Ateliers du Bocage, qui sont une coopérative d'insertion membre d'Emmaüs qui se trouve dans les Deux-Sèvres et dont le cœur de métier, c'est la collecte et le réemploi de tout ce qui est matériel informatique et smartphone. On est né de la rencontre entre ces ateliers du bocage d'une part et notre partenaire fondateur TechSoup d'autre part, qui est une organisation, une ONG américaine, à savoir un réseau international de solidarité numérique qui existe dans de très nombreux pays. Et donc, il y a des branches un petit peu partout comme ça dans quelques 180 pays. Nos bénéficiaires sont essentiellement des associations de loi 1901, mais on y retrouve également différents types de fondations et des bibliothèques publiques. 2-3 grands chiffres clés pour vous donner une idée. Solidatech, on existe depuis 2008 et on a quelques 33 000 structures inscrites à notre programme, à qui, du coup, depuis une douzaine d'années maintenant, on a pu faire profiter de 400 000 licences et outils numériques, soit gratuits, soit à tarif réduit, ce qui correspond par rapport à une valeur marchande à une économie de 140 millions d'euros d'économie pour le secteur associatif. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le domaine du numérique? C'est par deux biais principaux. D'une part, l'outillage et d'autre part, l'accompagnement. Par outillage, il y a deux grands axes sur lesquels on agit. D'une part, on a un catalogue de solutions numériques assez riche dans lequel vous retrouverez différentes solutions, que ce soit des solutions françaises ou des solutions internationales, et que ce soit sur des thématiques très variées, comme la création graphique, la communication, la comptabilité, la sécurité, plein d'outils collaboratifs, etc. Je vous invite à vous rendre sur le catalogue Solidatech pour en savoir plus. Je ne vais pas m'attarder dessus maintenant. Et la deuxième partie de l'outillage qu'on vous propose, c'est tout ce qui concerne l'équipement informatique. Donc là, pareil, toujours sur notre site internet, on a un catalogue de matériel dans lequel vous retrouverez essentiellement du matériel de seconde main
qui a été reconditionné justement par les ateliers du bocage dont je vous parlais tout à l'heure, dans les Deux-Sèvres. Et puis, on a une petite offre aussi de matériel neuf avec nos partenaires Cisco et Dell. Et enfin, dernier slide pour ma part, c'est en ce qui concerne l'accompagnement, pour vous donner une petite idée de ce qu'on entend par là. On a notamment sur notre site internet un centre de ressources qui comporte de nombreux éléments, alors que ce soit des conseils, des tutoriels, des témoignages d'autres associations sur l'usage de certains outils, les replays de tous les webinaires tels que celui-ci, et cetera. Et puis, on envoie aussi à peu près une newsletter par semaine sur des thématiques différentes, l'accompagnement, les solutions, le matériel, pour voilà, vous partager les bons plans, que ce soit ceux qu'on trouve en dehors de Solidatech, tout comme ceux qu'on vous propose nous-mêmes à titre personnel. Et puis, dans ce centre de ressources, typiquement, c'est aussi là que vous pourrez retrouver les comptes rendus des études de référence que l'on mène, comme la dernière en date, en partenariat avec Recherche et Solidarité sur la place du numérique dans le projet associatif, qui date de 2019. Et c'est également dans ce centre de ressources que vous trouverez un outil d'autodiagnostic qu'on a développé l'année dernière et qui vous permet d'évaluer la maturité numérique de votre association de manière à la fois rapide, facile et claire. Et puis, sachez qu'on a également sur notre site internet un catalogue de formations sur mesure, qu'on organise minimum un webinaire par mois ces temps-ci, et même beaucoup plus, j'ai envie de dire. Et puis enfin, qu'on a une super équipe support qui est à votre disposition. Alors, tous les jours de la semaine par mail et 4 jours sur 5, du lundi au jeudi, par téléphone. Voilà, vous savez tout en ce qui concerne Solidatech. On va passer au sujet qui vous intéresse du jour avec Zoé. Je te laisse la parole. Merci Lorraine pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous partager mon écran pour qu'on puisse voir tous ensemble la même chose. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est bien la problématique de comment former ces équipes à distance. Sujet particulièrement d'actualité en cette phase de deuxième confinement et voilà, ça vient à réinterroger un petit peu ces pratiques. Pour ce faire, je vous propose peut-être de rentrer dans le vif du sujet par une approche un peu théorique de la formation à distance, pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière, les différents formats qui ont émergé ces dernières années et voir un petit peu quels sont les outils adaptés à chacun de ces formats. Ça, ce sera ma prise de parole très théorique et qui sera vite complétée par un retour d'expérience terrain de Faustine qui nous parlera de son expérience avec la mise en place d'un MOOC pour la Maison des associations d'Amiens Métropole. Et on finira bien sûr ce webinaire par un temps de questions-réponses. Comme vous l'a dit Lorraine, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Alors déjà, pour Alors non, entrer... justement, pas via le chat, bien via l'onglet Q&R pour les questions. Pardon, Je reviens à la charge. Ça commence bien. Restons attentifs. Tout à fait, Lorraine. Alors, déjà, pour entrer dans le sujet de la formation à distance, déjà, quand on parle de formation à distance, ça fait référence à différentes choses. On se souvient peut-être des cours par correspondance papier proposés par exemple le CNED. Je ne sais pas si ça vous parle encore ou si déjà on est beaucoup trop vieux sur ce sujet-là. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le numérique, on vit une véritable révolution où les contraintes géographiques, les contraintes de temps ont tendance à s'effacer et qu'il y a une variété de formats d'apprentissage qui ont émergé ces dernières années avec des formats vidéo, écrits, des enregistrements audio et bien d'autres encore, et qui existent grâce à des outils numériques comme la visioconférence, la messagerie instantanée, les forums de discussion, qui sont des outils qui sont largement déployés et démocratisés ces dernières années. En parallèle, on entend de plus en plus de mots un petit peu barbares comme les MOOC, ces fameux Massive Open Courses, ou les SPOC, les Small Private Online Courses, mais il y a encore les COOC, les webinaires, enfin bref, il y a tout un vocabulaire qui s'est enrichi dans le monde de l'éducation et de l'apprentissage. Et pour comprendre déjà de quoi il s'agit, on va essayer de catégoriser ces différents formats selon des critères, par exemple, selon qu'ils sont diffusés en temps réel, en direct. Ça va être le cas, par exemple, des webinaires
comme aujourd'hui ou des visioconférences. Mais ça peut être aussi selon la taille de l'audience qu'ils vont toucher. Quand on touche un public large, notamment quand c'est ouvert à tous, hein, on parle de plusieurs centaines de personnes. Par exemple, aujourd'hui, on est plus de 129 participants à ce webinaire, ou jusqu'à plusieurs milliers de personnes, c'est le cas pour les MOOC, ou plutôt selon qu'on a une audience assez restreinte, comme ce qu'on pourrait retrouver en fait dans une salle de classe. C'est le cas notamment des formats de visioconférence ou des fameux SPOC, les Small Private Online Courses. Donc dans ce webinaire, ce que je vous propose, c'est qu'on va se focaliser sur les 2-3 formats de formation à distance qui se développent largement au sein du secteur associatif. Vous avez sans doute expérimenté aussi pendant le premier confinement, voire pendant ce deuxième confinement, et que sont les webinaires et la visioconférence, avec un petit focus à la fin sur les MOOC. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous présenter les enjeux, les avantages, les inconvénients de chacun de ces formats pour que vous puissiez être en capacité de choisir le format adapté en fonction de vos objectifs de formation. Voilà, ça va être un petit peu l'objectif de ce webinaire. Pour ça, je vous propose qu'on rentre par la visioconférence. Donc, c'est un premier temps pour qu'on puisse analyser ce format-là, qui est en fait un format assez largement démocratisé. Si on veut schématiser la visioconférence, c'est typiquement le cas des réunions digitalisées. Hein, chacun est libre de participer à l'aide de son micro, à l'aide de sa caméra, quand il le souhaite. On est dans un format où la prise de parole est distribuée de manière égale et dans la mesure du possible, en fonction des fonctionnalités des outils que vous utilisez, les participants peuvent partager leur écran, participer à des sondages ou les lancer, etc. Donc, on est vraiment sur un mode assez égalitaire. Si on fait un petit tour d'horizon de la visioconférence et pour comprendre dans quelle mesure c'est adapté à quel type de formation, déjà se dire que la visioconférence, c'est un format accessible de formation aux associations parce qu'il y a beaucoup d'outils gratuits qui existent. Et on va en voir, on va en citer quelques-uns plus tard dans cette présentation. C'est un format qui est particulièrement adapté à des formations courtes. Hein, on est sur un format digital en visio direct, donc 2 heures maximum, c'est vraiment ce qu'on peut attendre en termes de concentration des participants, ne pas viser au-delà, de peur de perdre au fur et à mesure vos participants. Ce format-là, c'est aussi un endroit où on peut favoriser davantage les échanges, le travail collaboratif, bien sûr à condition de cadrer les règles de prise de parole en début de réunion, un petit peu comme ce qu'a fait Lorraine en début de webinaire. Et c'est également un format qui est recommandé pour un petit groupe de personnes. On est sur des formations entre 2 et 10 personnes maximum pour vraiment favoriser ces échanges. Donc pour des formations voilà, de pair à pair ou par exemple sur la prise en main d'un outil numérique. Et pour ça, il y a des fonctionnalités qui sont assez pratiques pour ce genre de formation. Je pense notamment au partage d'écran qui est très utile quand on veut faire une formation sur le fonctionnement d'un outil numérique en particulier. Mais on peut aller beaucoup plus loin sur les fonctionnalités, par exemple, de division en sous-groupes. Ça, c'est notamment le cas sur Zoom qui permet en fait de créer des sous-espaces au sein d'une même réunion de visioconférence pour aller davantage sur des ateliers d'intelligence collective, de brainstorming. Donc ça, c'est ce qui est possible de faire avec la visioconférence. Maintenant, si on regarde un petit peu le panorama des outils qui existent, hein, là, on en a cité quelques-uns, il en existe bien d'autres. On a essayé d'avoir un panorama qui soit assez équilibré en termes d'outils gratuits, d'outils libres, d'outils en version freemium ou payant. Chacun ont bien sûr leurs fonctionnalités propres. En outils libres et gratuits, on pourra retrouver Jitsi, qui est un outil réputé assez sécurisé parce que les données sont complètement cryptées et qui est accessible depuis votre smartphone, votre ordinateur. Donc c'est un outil qui est pas mal. Nous, à titre professionnel, on utilise plutôt Zoom, qui est réputé pour être plus stable avec un nombre de personnes plus important.
Vous avez une version gratuite qui est limitée malheureusement dans le temps à 40 minutes. Donc ça fait des formations vraiment, vraiment courtes. Mais sachez qu'avec Solidatech, vous pouvez aussi avoir accès à des tarifs avantageux pour les associations. Et puis on a d'autres, Adobe Connect, Meet, qui est l'outil de visioconférence de Google, ou Teams, qui est l'outil de visioconférence d'Office 365. Donc là aussi, c'est vraiment là encore, c'est une liste non exhaustive. Je vous invite à aller en découvrir bien d'autres. Et puis, quand on parle de formation via la visioconférence, il y a aussi tout cet aspect de comment est-ce qu'on va animer, faciliter les échanges. Pour ça, je vous propose un panorama, là encore, assez réducteur des outils qui existent, mais que nous, on utilise à titre professionnel. Je pense notamment aux outils libres Post-it, qui est un outil en ligne où une équipe connectée en visio va pouvoir mettre des idées sur des post-it et les agencer sur un tableau blanc. On a l'outil Freeplane, qui est un outil libre et gratuit, mais qui se télécharge sur son ordinateur, qui permet d'illustrer ses idées sous forme de carte mentale, donc très pratique pour quand on veut lancer des animations de brainstorming, par exemple. Et puis, si on a besoin d'aller un petit peu plus loin sur des outils d'intelligence collective un petit peu plus poussés, nous, on aime bien Mural, qui est un espace de travail en ligne. C'est un outil qui est payant, malheureusement, mais bon, il y a une version d'essai de 30 jours qui est assez intéressante à tester et qui permet d'avoir accès à des canevas, des schémas visuels pour cadrer des échanges quand on est à plusieurs à travailler sur un projet. Dans le cadre de formation, ça marche aussi très bien. Et puis enfin, le dernier, qui est le plus ludique, le plus pédagogique, c'est vraiment un outil de gamification qui permet de faire des sondages, des quiz, des nuages de mots très, très engageants et très ludiques. Ça, c'est vraiment l'aspect outil. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut aussi l'approche de facilitation pour favoriser ces échanges. Et pour ça, on vous propose quelques ressources complémentaires, à savoir le guide du collectif POA pour animer une formation en visioconférence, ou encore le support de formation réalisé par Make Sense pour faciliter le pair à pair lors de visioconférences en ligne. Donc voilà, toutes ces ressources, vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre support de présentation qui vous sera envoyé ultérieurement. Et pour finir sur la visioconférence, bien sûr, l'idée c'est de construire votre formation via ce format-là par différentes étapes. Là, l'idée, ce n'est pas que j'aille sur ces étapes aujourd'hui avec vous, mais que vous puissiez retrouver cette checklist par ailleurs. Ce que je ressors, moi, ce qui me semble important dans cette liste, c'est vraiment de pouvoir anticiper, de cadrer en fait tout ce qui est l'aspect logistique de votre formation en visioconférence. Donc, cadrer l'objectif, choisir l'outil, définir les présentateurs et les supports, et avoir un petit peu ce point d'attention sur le temps qu'il faut prévoir pour accueillir les personnes et initier ces échanges, par exemple via des petites astuces de brise-glace en début de visioconférence pour vraiment lancer, initier la prise de parole par les participants. Ça, c'est un petit retour d'expérience sur la visioconférence. Je vous propose d'enchaîner maintenant sur le webinaire. Alors, webinaire, en fait, c'est vraiment la contraction, l'abréviation de séminaire et web. Alors, ce qu'on voit sur ce schéma-là, c'est que dans le webinaire, il y a ce côté de... on va avoir un animateur qui va animer les échanges et qui peut s'appuyer sur l'intervention de partenaires extérieurs et des participants de l'autre côté qui vont pouvoir participer aux échanges via le chat ou via cette fameuse fonctionnalité qu'on retrouve sur Zoom, QNR. Donc là, on est vraiment sur des échanges qui ne sont plus sur un mode égalitaire, comme ce qu'on pouvait retrouver sur la visioconférence, mais plus sur des échanges descendants d'un expert, d'un animateur qui va diffuser ses connaissances à un nombre, à une audience assez large.
Si on fait un petit tour d'horizon du webinaire en fonction de ses avantages et de ses inconvénients, ce qu'on voit, c'est que le webinaire, c'est un format qui est assez engageant, qui plaît et qui retient l'attention, à condition, encore une fois, d'être sur un temps assez restreint. On est sur 1 heure, 2 heures maximum, ce qui a aussi une influence sur le degré de formation qu'on peut attendre du webinaire. C'est un moyen, comme je le disais, de démontrer son expertise parce qu'on a un animateur qui va pouvoir montrer son savoir-faire de manière assez descendante. Et ça permet de commencer à créer un contenu assez riche qu'on va pouvoir exploiter plus tard, de par le support de présentation que vous aurez pu mettre sur pied pour ce webinaire, ou aussi les questions qui ont été relevées lors des échanges avec les participants, voire de l'enregistrement du webinaire que vous pourrez faire, comme ce qu'on fait en fait chez Solidatech. On s'emploie à enregistrer à chaque fois les webinaires pour pouvoir les réexploiter derrière. Les contraintes qu'on voit aujourd'hui sur le webinaire, c'est que c'est des investissements, un investissement technologique qui est nécessaire. Aujourd'hui, les outils qu'on voit qui se développent sur le marché sont pour la plupart payants. Du coup, ça implique un budget à dégager pour ces formations via le format de webinaire. C'est un exercice d'animation qui est assez exigeant. Il faut savoir que quand on accueille 100, 200, 300 participants à un webinaire, ça peut aussi solliciter pas mal de questions. Et du coup, il faut pouvoir aussi animer ces échanges-là. Et donc, c'est des ressources humaines aussi à mobiliser derrière. Et ce qui ressort, en fait, c'est que quand on organise un webinaire, il faut identifier différents rôles. Nous, on en ressort 4 rôles différents. L'organisateur, qui va être la personne qui va être responsable de l'organisation logistique de webinaire, donc de fixer l'agenda, de configurer l'espace webinaire sur l'outil qui aura été choisi. Il y a aussi la personne qui va être chargée de la communication, du plan de communication, pour diffuser les informations de ce webinaire, les liens d'inscription et permettre au plus grand nombre d'y participer. Et puis bien sûr, le présentateur, donc celui qui va partager ses compétences et ses connaissances, et l'animateur qui va être responsable de l'animation du chat, de répondre aux questions des participants et de régler éventuellement les problèmes techniques. Autant l'organisateur et le chargé de communication peuvent être la même personne, autant il est important que le modérateur et les présentateurs soient 2 personnes distinctes, comme ce que nous faisons actuellement, Lorraine étant l'animatrice de ce webinaire, la modératrice, et Faustine et moi qui intervenons en tant que présentateurs. C'est important de bien dégager ces rôles parce que les sollicitations peuvent être importantes et pour rester concentré, il est important de différencier ces tâches-là. On vous a préparé une petite grille de lecture pour savoir comment un petit peu se préparer à ces webinaires en fonction des objectifs qu'on en attend. L'idée, là, c'est pas qu'on puisse le lire ensemble, vous pourrez y revenir plus tard, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction de l'objectif qu'on a, par exemple, le fait de faire un partage d'expérience, un retour d'expérience sur un projet particulier, par exemple, le type de webinaire qu'on va pouvoir organiser derrière, c'est davantage une table ronde digitalisée où on va permettre des échanges entre plusieurs intervenants invités et que du coup, ça va influer aussi la manière dont on va créer le contenu qui va être présenté et la manière dont l'animateur va se poser en tant que facilitateur des échanges, relancer les intervenants pour qu'ils puissent développer davantage leur témoignage et répondre aux participants. Donc vraiment, en fonction de l'objectif, on va avoir un type de webinaire et un contenu à préparer qui sera différent. En termes d'outils pour les webinaires, là aussi, comme pour la visioconférence, on vous en cite quelques-uns. Vous le voyez, pour la plupart, ce sont des outils payants. Certains ont des versions gratuites, mais avec une durée de temps limitée, notamment pour ce qui est le cas de Livestorm. Pour Zoom, nous, que nous utilisons à titre professionnel et qui nous convient très bien, sachez qu'il y a aussi des réductions qui s'appliquent via le programme Solidatech. Donc, je vous invite à aller visiter notre site internet.
Et bien sûr, en termes d'animation de ces webinaires, là, ce qui ressort vraiment par rapport à la visioconférence, c'est de vraiment optimiser l'usage d'outils d'animation annexes et de faire en sorte que ça reste le plus simple possible pour vous et pour les participants. Donc, ma première recommandation, ce serait déjà d'essayer de rester dans les environnements des outils que vous avez choisis. Par exemple, en utilisant la fonctionnalité sondage qui est déjà intégrée à l'outil Zoom et dans la plupart des outils de visioconférence qu'on vient de vous citer. Si vraiment ça ne vous convenait pas et que vous voulez quelque chose de beaucoup plus développé, ludique, etc., on vous cite Klaxoon et Mentimeter, qui sont des outils en ligne accessibles aux participants via un lien URL et un code que vous pourrez leur donner dans le chat, qui sont assez simples d'accès, mais faites bien sûr, soyez attentifs à ce que les outils soient utilisés et servent vraiment la présentation de votre formation. Et puis, pour finir sur le webinaire, en termes de checklist pour construire sa formation à distance via un webinaire, on vous cite quelques étapes. Là aussi, comme pour la visio, c'est important d'anticiper les choses. Donc, de vraiment définir les rôles dont on vient de parler, définir l'agenda, l'horaire, etc. Il y a peut-être un focus supplémentaire à faire sur le webinaire, sur tout ce qui est inscription, compréhension du profil des publics et de votre audience pour vraiment répondre à leurs questions, et un focus également sur le fait de bien se préparer en tant qu'animateur à la tenue de ce webinaire, à la conduite de ce webinaire pour anticiper les éventuelles questions et pas se retrouver au pied du mur le moment venu. C'est un peu les recommandations qu'on peut vous donner avec toute l'expérience qu'on a eue sur les webinaires. Et j'enchaîne du coup avec un format de formation à distance qui est, je trouve, plus poussé que ce qu'on peut trouver avec la visioconférence et le webinaire, qui est le fameux MOOC, Massive Open Online Courses, qui est un format de formation à distance plus complexe, mais peut-être plus abouti en termes de transmission des savoirs et des connaissances, puisqu'il va inclure une large variété de formats et de contenus. On va y trouver à la fois des vidéos, des documents écrits, mais aussi différentes activités. Il va y avoir des exercices, comme ce qu'on peut trouver ici sur cette illustration, des quiz, des travaux de groupe, des forums de discussion pour aussi discuter entre pairs. Donc, c'est quelque chose qui est de beaucoup plus complet. Les MOOC vont aussi s'adresser à un plus large public. Certains MOOC ont touché 10 000 participants. Et surtout, c'est un format de formation qui peut se faire de manière asynchrone, c'est-à-dire que on peut, en tant que participant, se connecter à une plateforme qui propose un MOOC quand on le veut, au rythme où on le souhaite. Certains MOOC vont proposer une durée limitée. C'est ce qu'on a pu voir et ce qui en fait partie de la définition initiale du MOOC, c'est qu'il y a une durée limitée. Vous avez 1 semaine, 3 semaines, 6 mois pour compléter les cours. Mais dans la pratique, on a pu voir que certaines institutions certaines organisations proposaient des MOOC qui sont accessibles tout le temps. Vous pourrez d'ailleurs en trouver sur des plateformes. Alors en France, vous connaissez peut-être Open Classroom ou FunMOOC, qui sont deux grosses plateformes qui proposent différents formats. Mais il y a aussi l'Agence nationale des systèmes d'information, par exemple, qui propose un MOOC très bien fait sur la cybersécurité, par exemple, et qui est accessible tout le temps. Ce qu'il faut voir derrière le MOOC, c'est que c'est du coup un format assez complet, mais du coup plus complexe à mettre en place. Derrière un MOOC, il doit y avoir un objectif pédagogique, ça doit cibler un public spécifique, ça doit être scénarisé avant de pouvoir être créé, intégré et mis à disposition sur une plateforme spécifique. Et justement, pour avoir un retour d'expérience plus concret sur comment est-ce qu'on met en place, avec quelles ressources un MOOC et à quoi ça peut ressembler et avec quels outils,
Je vais laisser la parole à Faustine Bouligny de la Maison des associations d'Amiens, Métropole, pardon, qui a mis en place un tel projet. C'est ça. Merci Zoé. Donc vous allez voir que ça va faire vachement écho à ce que tu viens de dire, en tout cas sur l'aspect théorique. Donc pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Maison des associations d'Amiens. Il faut savoir que des maisons des associations, il y en a partout en France, et que notre rôle est d'accompagner les associations dans leur gestion et leur développement, mais chacune un petit peu localement. En 2013, en fait, donc la MAM a fait le constat qu'il y avait des besoins de formation, notamment dans le milieu rural et surtout sans contraintes horaires ou géographiques. Hein, ça fait écho à ce que tu disais, Zoé. Et donc, a émergé l'idée de créer une plateforme de formation en ligne, car il faut savoir qu'on fait déjà de la formation en présentiel sur de la gestion associative et on s'est dit pourquoi pas transcrire ça également sur une version numérique et en ligne. Donc, c'est constitué un comité de pilotage et c'est un élément important avec plusieurs professionnels de l'accompagnement associatif en Hauts-de-France. La co-construction, elle a été nécessaire, en tout cas dans ce projet-là, parce qu'en effet, un MOOC et une plateforme de formation, il y a du taf sur la construction. Donc, ce comité de pilotage a notamment écrit une dizaine de modules de formation à la gestion associative, tous inspirés du CFGA, certificat de formation à la gestion associative. Donc ça, ce travail a été fait et deux éléments importants en fait sont très vite ressortis de ce premier travail. C'est que le premier, étant donné que c'était de la formation généraliste, il n'y avait pas de raison que seulement les bénévoles des Hauts-de-France puissent y avoir accès. Le contenu pouvait intéresser tous les bénévoles associatifs du territoire. Donc, on s'est très vite dit que cette plateforme devait être accessible partout en France. Et la deuxième, et pas des moindres, c'est que c'est vraiment un outil complémentaire de ce qu'on peut faire en présentiel. À aucun moment, ça a eu pour vocation de remplacer les moments d'échange physiques. Parce que sur la formation en ligne, alors certes, il y a l'aspect pratique, et ça, c'est dans les points positifs où on peut se former où on veut, quand on veut. Mais dans les aspects négatifs, il y a aussi ce fameux manque de lien social, ce fameux échange interassociatif qui, en tout cas sur notre plateforme, n'a pas été créé. Et puis, d'une manière générale, pour l'entretenir d'une manière numérique, il faut se lever tôt. Donc ça, c'était les deux éléments importants. Donc là, l'idée, elle est de 2013. Et en 2016, notre plateforme a enfin pu voir le jour et être accessible. Donc, il s'est quand même passé 3 ans entre l'idée et la mise en ligne. Donc, pour vous dire à quel point c'est du temps passé, le temps de trouver des financements également. Donc, je vais vous partager mon écran pour que ce que je vous dise vous paraisse un petit peu plus concret. Hop. Donc, je pense que vous voyez tous l'écran. Donc, vous êtes sur notre plateforme qui s'appelle formationdesbénévoles.mam.fr. Ne vous étonnez pas si tout se passe bien et on croise les doigts. D'ici quelques semaines, voire quelques mois, elle aura changé de nom pour avoir une toute nouvelle identité. Et donc, vous avez 11 modules de formation à la gestion associative, tous composés un petit peu de la même manière. C'est ce que disait Zoé sur les formes et les contenus des MOOC. Si on prend l'exemple de communication associative, donc là, soit je me log, soit je fais connexion anonyme. Vous avez des textes, hop, des vidéos, des exemples, des fiches pratiques, etc. et de l'auto-évaluation. Et les 12 modules sont constitués de la même manière, avec des fiches pratiques, etc. Et comme c'est du coup une plateforme nationale, de quoi retrouver localement des interlocuteurs qui puissent également vous accompagner sur la question, donc des points d'appui à la vie associative. On ne voulait pas laisser justement les bénévoles avec des questions sans réponse à la suite de la lecture des modules, puisque ça peut arriver. Donc voilà à quoi ressemble cette plateforme. D'un point de vue technique, elle a été créée sur un outil qui s'appelle Moodle. Certains d'entre vous connaissent peut-être, puisque Moodle est une plateforme de contenu pédagogique, de formation, souvent utilisée dans les universités
pour justement dématérialiser tous les cours des étudiants. Donc nous, on l'a un petit peu réadapté justement pour faire de la formation des bénévoles, donc hors cursus universitaire. C'est un outil qui est assez simple à prendre en main quand on passe un peu de temps et quand on ne se décourage pas. Une fois qu'on a pris les bonnes habitudes, ça va. C'est un outil libre et ça, c'était également important pour nous. L'avantage de l'outil libre, si on est un petit peu perdu dans la mise en place technique ou même pédagogique, il y a une énorme une énorme communauté derrière, justement, pour accompagner les utilisateurs sur le fonctionnement, sur la mise en place. Donc, si un jour vous avez dans votre association le souhait ou l'envie de créer une plateforme de formation, un MOOC dédié, je ne sais pas, par exemple aux bénévoles de votre structure sur des points très spécifiques, sachez que vous pouvez le faire sur Moodle et que la communauté peut vous aider sur la mise en place technique, en tout cas, d'une plateforme comme celle-ci. Le point suivant et le retour d'expérience que je peux vous faire, c'est que vous voyez, l'idée, elle est venue dans 2013. La mise en ligne a été faite en 2016, donc 3 ans après. Évidemment, il faut du temps et des gens derrière, donc aussi de l'argent. Moi, j'ai été embauchée à temps plein pendant 2 ans sur les 2 premières années à partir de 2016 de développement, de communication, d'uniformisation de l'outil, etc. Et depuis, je suis toujours quasiment en mi-temps sur la mise à jour, l'entretien de ce site, la communication, puisqu'une plateforme en ligne ne peut pas être juste créée et laissée telle quelle dans la nature. Ce n'est pas possible, mais comme quasiment tout outil numérique, ça demande du travail derrière et donc du temps. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir être soutenus par des financements publics et c'est toujours le cas pour que cette plateforme puisse vivre et exister. Mais donc les conclusions de tout ça, c'est que quand on veut créer une plateforme de formation en ligne, il faut s'accorder du temps, donc possiblement de l'argent. La co-construction est toujours, je trouve, la bienvenue dans le sens où on n'a pas forcément raison, surtout quand on est tout seul à réfléchir sur un projet. Et puis parce que les avis peuvent diverger et qu'il est important de se mettre à la place aussi de différents utilisateurs types. Donc voilà, les 2 gros points. Et le troisième, c'est que pour nous, en tout cas, il ne vient pas remplacer ce qu'on fait déjà en présentiel, mais que c'est vraiment un complément, autant pour des bénévoles que pour aussi des formateurs qui peuvent utiliser les ressources qui sont publiées sur le site, sur la plateforme. Donc ça va assez vite, hein, cette présentation. Zoé, est-ce que tu voulais peut-être que j'insiste sur d'autres points ? Est-ce que tu peux aussi nous montrer les différents modules qui sont proposés sur ce MOOC ? Tu nous en as montré un tout à l'heure. Ouais. Montrer peut-être l'ensemble de ce qui existe et qui est à libre disposition, si j'ai bien compris, des bénévoles. Oui, donc je sais plus si je l'avais précisé, mais du coup, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement. C'est un outil qu'on se force et qu'on souhaite absolument ce qu'il reste gratuit, puisqu'il est pour les bénévoles associatifs et a été créé avec de l'argent public, donc on veut que ça reste accessible, vraiment. Mais alors, du coup, je vais vous montrer, par exemple, les sources de financement d'une association, qui peut être un petit peu le nerf de la guerre en ce moment, notamment. Pareil, construit de la même manière. Alors, vous avez un temps estimé de la formation. Ça reste une estimation puisqu'en fait, l'avantage, c'est que on peut soit être, entre guillemets, élève assidu, faire chaque formation l'une après l'autre du début jusqu'à la fin, soit au contraire, aller juste chercher les informations dont on a besoin. Et c'est l'avantage de la formation en ligne, c'est que chacun se forme à son rythme et comme il le souhaite et avec ce qu'il veut. Donc, vous avez toujours un sommaire sur le côté. Et puis, le contenu, pareil, quel grand type de financement, subvention, des vidéos. Et donc, associé à cette plateforme, comme on a des vidéos qui sont également publiées sur le site, on a une chaîne YouTube qui s'appelle du coup Formation des bénévoles, sur laquelle on peut retrouver l'intégralité des vidéos qui sont publiées sur la plateforme. On a aussi quelques justement enregistrements audio. On en a un sur ce module qui montre justement à quel point on peut diversifier les ressources aussi. Et c'est ça qui peut être intéressant. Et donc ça, c'est une plateforme qui est, tu nous l'as dit, développée sur un outil qui s'appelle Moodle, Oui. M2ODLE.
Exactement, c'est ça. C'est un outil à base australien, si je dis pas de bêtises, et qui est vraiment utilisé partout dans le monde. Et il y a une communauté francophone. Il y a même chaque année, pour information, un événement qui s'appelle les Moodle Moot et qui rassemble tous les Moodlers, donc tous les utilisateurs de Moodle, justement, pour pouvoir échanger sur comment faire de la pédagogie quand on fait des cours en ligne, et notamment de la formation en ligne comme la nôtre. Donc, c'est vraiment intéressant. Super. Et ben, Voilà. merci beaucoup, Faustine, pour cette présentation. En plus, tu es merveilleusement dans les temps, j'admire, c'est beau. Et ben, écoutez, les filles, si ça vous va, on peut passer à la phase de questions. N'hésitez pas en parallèle, hein, chers participants, à continuer aussi de dérouler vos questions via l'onglet Q et R. Mais on va déjà s'attaquer à celles qui ont été posées. Alors, exceptionnellement, parfois, je me permettrai même de faire la réponse aussi parce que c'est un sujet que je connais bien, notamment sur Zoom. Et je vais commencer d'ailleurs par Zoom, à vrai dire, puisqu'on a plusieurs questions qui concernent cet outil lorsque tu en as parlé, Zoé. Oui. Je propose d'apporter quelques éléments de réponse et n'hésite surtout pas à me compléter si tu as d'autres idées. Faustine aussi d'ailleurs, parce que je sais que tu utilises également l'outil. Il y avait des questions par rapport aux tarifications de Zoom et aux réductions que Solidatech vous permettent d'avoir, que Zoé a brièvement évoqué. Donc, sachez que la réduction dont on parle, c'est de moins 50%, aussi bien sur les licences animateurs que sur les options qui sont possibles. Et donc, justement, on avait une question à propos d'options qui concernait les coûts supplémentaires pour le webinaire. Pour les options webinaires. Donc, ce que je fais, c'est que je vous partage le lien de la page produit Solidatech dans le chat. La voici. Et en fait, sur cette page-là, bon, déjà, vous avez toutes les informations, typiquement les moins 50%, etc. Et si vous vous rendez sur l'onglet Détails et coûts, vous aurez notamment le coût final pour vous, une fois la réduction appliquée, de l'option de webinaire. Ça vous permet de voir que, par exemple, si vous voulez avoir une option à l'année qui vous permette d'organiser autant de webinaires que vous le souhaitez, mais avec un maximum de participants à hauteur de 100 participants, une fois la réduction de 50% appliquée grâce à Solidatech, vous payerez 185 € par an. À titre d'indication, c'est par exemple 650 € par an si vous avez besoin de gros webinaires qui vont jusqu'à 500 participants. Je vous laisse aller regarder le détail, mais en tous les cas, voilà pour quelques grandes idées. Et puis, on avait aussi une question par rapport à l'animation à proprement parler sur Zoom de Jean-Marie, qui nous demandait si sur Zoom et d'ailleurs autres outils similaires, alors que je vais peut-être un petit peu moins bien connaître, l'animateur pouvait rendre visite aux différents sous-groupes quand on divise en plusieurs groupes. Alors moi, je ne connais pas la version en tant qu'animatrice, je ne l'ai jamais fait. Par contre, en tant que participante, du coup, je sais que c'est possible. Puisqu'en effet, on a déjà été divisé en plusieurs groupes et puis on avait la visite, hop, tout d'un coup, il y a l'animatrice qui apparaît, qui vérifie que tout se passe bien, qui pose 2-3 questions et puis hop, qui redisparaît. Je ne sais pas si toi, Zoé, c'est une option que tu as déjà utilisée en tant qu'animatrice, justement. Oui, tout à fait. En tant qu'animatrice, vous pouvez tout à fait diviser votre audience en sous-groupes. Alors, soit de manière manuelle, c'est-à-dire que c'est vous qui créez les sous-groupes avec les personnes spécifiques que vous voulez avoir dans ces groupes, ou de manière automatique. Donc là, c'est Zoom qui gère la division en groupes. Et ensuite, vous pouvez vous balader entre les différentes salles pour voir si tout se passe bien, pour apporter des informations complémentaires et discuter avec l'ensemble du groupe via chat pour dire attention, dans 5 minutes, on revient en salle collective et appuyer sur le petit bouton pour faire que tout le monde se rejoigne de nouveau en salle collective. Donc, c'est une fonctionnalité qui fonctionne assez bien sur Zoom. Malheureusement, je n'ai pas connaissance de telle fonctionnalité sur d'autres outils de visioconférence. Après, si vous en connaissez, je suis tout à fait preneuse. Oui, carrément. Et comment est-ce que concrètement, Thomas demande comment est-ce qu'on fait justement ces groupes en question sur Zoom? Est-ce que tu saurais indiquer où est-ce qu'il faut se rendre Alors, je sais que c'est une option qu'il faut activer. En amont, quand tu programmes. En amont, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une option qu'il faut que vous activiez dans votre compte Zoom depuis votre navigateur Internet. Donc, vous vous connectez sur votre compte Zoom depuis Chrome, Edge ou le navigateur Internet que vous utilisez. Et c'est dans l'onglet Paramètres.
Là, vous allez chercher la fonctionnalité pouvoir diviser en sous-groupes qu'il va falloir activer. Et une fois que vous l'aurez activé, cette fonctionnalité apparaîtra lorsque vous ferez des réunions en visioconférence. Super, merci Zoé. Je vais passer à quelques questions plutôt à destination de Faustine et l'exemple de son mock. Alors, je m'excuse un peu d'avance si elles sont, comme il y en a beaucoup qui tombent là tout de suite maintenant, je n'ai pas forcément eu le temps de les anticiper, donc c'est un petit peu dans le désordre. Mais on voit que c'est un sujet qui intéresse, il n'y a pas de doute. Il y a notamment Camille qui, pour avoir un ordre d'idée, demande si tu as des retours sur l'utilisation de ce mock, par exemple une idée du nombre de personnes qui le suivent. Oui, alors nous actuellement, en fait, on a, attendez que je vous dise pas de bêtises, 1400 inscrits, sachant qu'on s'adresse, en fait, on est une petite structure locale qui porte un projet national, donc en termes d'envergure et de communication, c'est pas forcément le plus simple pour nous. Mais après, ça, c'est ceux qui se sont inscrits. Et en termes de visites, on doit être à peu près 10 000 sur l'année 2019, il me semble. Enfin, voilà, donc mine de rien, ça peut fonctionner, mais après, ça dépend le travail qu'on y met derrière aussi, puisqu'après, c'est des questions de référencement sur Internet, de communication, de comment la structure va pouvoir communiquer, sur quels canaux, ça dépend de plein de choses. Ça dépend si l'ergonomie du site a été bien pensée aussi, si les utilisateurs restent connectés. Et tout ça, ça pourrait être un sujet en lui-même, juste comment fidéliser une communauté sur Internet. Voilà. Complètement. Est-ce que Céline me demande s'il y a une sorte d'évaluation à la fin du mock? Est-ce que vous avez mis ça en place? Oui, alors nous, sur chaque module, il y a une auto-évaluation pour le coup. Il y a même, on l'a intégré sur certains modules, en fait, d'avoir des petits tests avant, en fait, d'avoir une auto-évaluation globale, justement pour faire jouer un petit peu ce côté pédagogie, voilà, l'accentuer un petit peu là-dessus. Et Moodle, du coup, techniquement, permet très facilement d'insérer des tests, des questions et sous diverses formes. Oui, c'est vraiment prévu, c'est inclus Oui, dedans, enfin c'est prévu ouais, pour quoi. c'est ça. Super, alors là, bon courage, vaste question de la part d'Anaïs. Non, mais 2-3 grandes idées seront déjà très bien, mais selon toi, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on veut transformer une formation qui serait habituellement en physique, la transformer à distance? D'ailleurs, Zoé, sur les autres formats que MOOC, ça peut aussi te concerner, hein, mais deux cerveaux valent mieux qu'un. Le premier, je dirais, de prendre le petit fascicule de 10 pages qu'on a sur un sujet et de vouloir l'intégrer 10 pages d'écriture sur du format numérique. Je pense qu'il faut savoir du coup varier les supports, varier les formats, essayer d'aller sur des choses concrètes et précises et assez claires. Nous, on sait que sur certains modules, c'est des choses qui sont encore à faire évoluer. On n'est pas parfait. On apprend aussi avec le temps. Mais ça serait, je pense, un des points qui serait important. Deuxième, les erreurs à ne pas commettre. De foncer tête baissée sans bien avoir réfléchi le projet avant. Ouais. Ce que nous on retient de nos erreurs aussi, en fait, la difficulté qu'on a eue, et moi, ça a été quasiment une grosse partie de mon travail quand je suis arrivée, c'est qu'en fait, on a eu 5 rédacteurs différents pour l'intégralité des modules, 5 rédacteurs qui ont chacun écrit les modules de son côté, et en fait, du coup, ce n'était pas du tout uniforme. On écrit tous d'une manière générale, et le manque d'uniformité sur de la formation en ligne, c'est pas forcément très agréable. Voilà. C'est déjà de très bons conseils, en effet, je pense. Zoé, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, si je peux te compléter, Faustine, ce qu'on a vu, ce que j'ai pu expérimenter dans quelques associations, c'est de se dire qu'une formation d'une journée en physique vaudra très bien une formation d'une journée en visioconférence ou en webinaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Vous l'avez sans doute expérimenté, être concentré plus d'1h30, 2 heures à distance, c'est très compliqué. Donc, ça nous demande aussi, nous, en tant que formateurs, de complètement... En fait, on réinvente notre métier, hein, clairement, et réinventer les formats, soit en se disant une journée de formation en physique devienne plusieurs visios d'1 heure chaque jour pendant une semaine, par exemple. C'est un peu ce qu'on a essayé, ce qu'on expérimente cette semaine avec Solidatech, avec ce fameux marathon
de 3 jours avec 1 heure de webinaire par jour sur un enjeu avec un fil conducteur. Ça, c'est la première chose. Et puis, ne pas hésiter à créer des animations, à s'appuyer sur plus que des brise-glaces, des manières de travailler ensemble à distance, soit via des tableaux blancs pour brainstormer, soit en faisant des exercices ou en demandant un petit peu des devoirs à la maison, par exemple, de tester des choses, de tester des outils tout seul de son côté, puis d'inventer un format collectif en visioconférence pour favoriser le partage, le retour d'expérience sur l'utilisation de cet outil, ou ce qui nous a semblé bien, pas bien, clair, pas clair, etc. Donc, c'est vraiment réinventer cette manière de former à distance. Super, merci beaucoup à toutes les deux. Une question toujours plutôt pour Faustine, de la part de Maria qui demande si est-ce que vous avez la possibilité de voir concrètement quels ont été les modules suivis par quels bénévoles? Oui, on peut. En fait, sur chaque module, je peux accéder à la liste des utilisateurs, enfin la liste des utilisateurs. Je peux aussi voir par utilisateur, en fait, ses historiques des modules qu'il a consultés, du temps qu'il y a passé. Alors, nous, c'est une fonctionnalité qu'on n'utilise pas forcément. On est sur de la formation des bénévoles, c'est pas certifiant, c'est pas diplômant. Par contre, c'est des fonctionnalités qui ont été développées par Moodle dans le sens où, à la base, ça s'adresse aux universités. Donc, il y a un besoin des fois de contrôle et d'évaluation. Donc, tout ça sont des choses qui sont possibles. En tout cas, sur Moodle, il y a certainement d'autres outils que moi, je ne connais pas ou très peu. Mais sur des outils comme Moodle, c'est possible. Très bien. Très bien, très bien, merci. Nous avons un spectateur anonyme, quel suspense, qui nous demande si on connaît des outils ou des techniques d'animation pour dynamiser les formations proposées en visio. Donc là, je vais essentiellement vous renvoyer vers le slide sur lequel était Zoé tout à l'heure. Et donc, une fois de plus, vous aurez la présentation à disposition dans notre centre de ressources. C'était le slide où elle parlait notamment de l'outil Colibri, Post-it, par exemple, mais il y en avait d'autres. Kahoot, etc. Enfin, c'était exactement ça. Et en plus, Zoé t'a apporté quelques éléments de réponse tout à l'heure en parlant du tableau blanc, etc. Donc, je considère qu'on a répondu autant que possible à cette question-là. Mélanie demande à Faustine pourquoi ne pas avoir choisi de mettre vos mocks sur FunMock plutôt que de vraiment faire votre propre plateforme intégrale. Parce que si je dis pas de bêtises, je me trompe certainement. Je sais que Fun, oui, regroupe pas mal de MOOC différents. Pourquoi on n'a pas mis sur Fun? Dans le sens où Moodle était un outil libre et pour nous, c'était un argument important. Et à l'époque, en fait, où notre plateforme a été créée, dans mes souvenirs, Fun, il y avait eu quelques petits soucis de fonctionnalité et ce genre de choses. J'aurais pas d'autres arguments en plus à vous donner, Moodle nous ayant tout à fait satisfait en fait. Ok, très bien. Et toujours à propos de Moodle, et toujours un spectateur anonyme d'ailleurs, est-ce que Moodle, tu sais si c'est un SaaS ou bien s'il faut l'installer sur un serveur web? Alors, a priori, il faut l'installer sur un serveur, comme si c'était la création d'un site internet. Maintenant, dans les petits commentaires que j'ai vu passer, j'ai vu que quelqu'un disait qu'il y avait des Moodle déjà pré-hébergés, en tout cas hébergés, prêts à être utilisés. Donc, je vous avoue que moi, c'était quelque chose que j'avais pas du tout creusé. Mais donc, du coup, a priori, ce serait possible. Ok, bon à savoir. Est-ce que toutes les vidéos qui sont utilisées sur votre plateforme, elles ont été scénarisées et tournées directement par la MAM, demande Baptiste? Alors, nous, dans notre organisation, chaque rédacteur de module, donc on était 5 structures différentes à rédiger les modules, chaque personne qui rédigeait les modules faisait aussi ses vidéos de son propre moyen, c'est-à-dire qu'elle devait les scénariser et les tourner, ce qui pouvait expliquer le manque d'uniformité maintenant aujourd'hui. Maintenant que toute la base est faite, la MAM a repris quasiment la main sur l'intégralité de la plateforme. Donc là, on va relancer, parce qu'il y a des vidéos qui sont à moderniser ou à changer. Donc là, on va en refaire de nouveau, mais on partira sur le fait de scénariser, tourner et avoir une forme de charte graphique assez commune à toutes les vidéos. On va essayer de rattraper ça.
qui illustre bien tout à l'heure quand tu disais que c'était une mise à jour perpétuelle à faire. Exactement. C'est tout à fait ça. Est-ce que tu aurais juste rapidement quelques noms de financement potentiellement disponibles ou vers lesquels se tourner pour alors, essentiellement des MOOC, mais peut-être aussi des webinaires? Alors pour les MOOC, nous personnellement, on a été financé en tout cas par le FDVA, donc Fonds de développement à la vie associative, et à la base aussi au tout début directement par la DEPVA, donc c'est la direction vie associative directement au ministère. Sur des financements propres MOOC, j'en connais pas particulièrement. Après, nous, on a été financé par la région, notre région, enfin la région Hauts-de-France, par la DRJSS. Donc, on était sur des financements publics, sur des financements privés. Pas, j'ai pas encore creusé. Maintenant, le confinement a eu, en tout cas, l'avantage entre guillemets de faire exploser les principes de formation en ligne, et donc du coup peut-être que des financements vont débloquer, des financements privés vont peut-être se débloquer sur ce genre d'outils. Ouais, et typiquement, je me dis qu'il faut aussi pas hésiter à chercher par vous-même, bien entendu, mais aussi à surveiller ce qu'on relaie côté Solidatech, parce que je sais qu'on relaie régulièrement des appels à projets, autant que possible en rapport d'une manière ou d'une autre avec le numérique, le digital, etc. Et je me dis que c'est typiquement le genre de choses, en effet, Faustine, comme tu dis, là, avec l'actualité, où il y a des structures qui lancent des appels à projets pour ce genre d'initiative. Donc, ouais, bien surveiller les appels à C'est ça. projets privés aussi, je pense. Après, au-delà de ça, c'est surtout en fait le fond qu'on va financer. Alors certes, la forme, que ce soit sur du MOOC, sur du webinaire, c'est certes Mm, un élément, mais après, c'est plus le fond de votre projet que vous allez pouvoir financer finalement. complètement. Histoire de te laisser souffler un peu, Faustine, je reprends quelques questions sur Zoom qui sont tombées entre-temps. Notamment, on a Virginie qui nous demande si on peut organiser 2 réunions/webinaires en même temps, gérées par le compte Zoom de l'asso. Alors Virginie, j'ai envie de dire c'est possible, oui et non. C'est possible sous réserve, ce n'est pas possible avec un seul compte animateur. C'est possible sous réserve que vous ayez souscrit à 2 licences et à 2, du coup, à 2 comptes animateurs. Voilà. Et par contre, ça n'empêche pas que c'est valable. Typiquement, on parlait des offres Solidatech tout à l'heure. Vous n'avez besoin que d'un coupon de réduction acheté auprès de Solidatech. Donc, ça correspond aux frais administratifs de à peu près 58 €, je crois. Mais avec ce même code de réduction que vous allez recevoir suite à votre achat sur notre site, une fois sur la plateforme Zoom, vous pourrez sélectionner que vous achetez deux licences animateurs et vous aurez la réduction qui s'applique sur ces 2 licences-là. Mais si vous avez, mettons, vous avez peut-être déjà un compte pro avec une seule adresse et voilà, un seul animateur. Dans ce cas-là, non, ce ne sera pas possible d'organiser que ce soit 2 visioconférences ou 2 webinaires. Tout comme l'option webinaire, soit dit en passant, si je ne dis pas de bêtises, Zoé, elle est bien par compte animateur. Hein. Oui. Donc voilà, typiquement les 185 € dont je parlais pour les webinaires par an jusqu'à 100 personnes, c'est pour une adresse. Donc si jamais vous aviez des besoins d'organiser simultanément des webinaires, il faut que chaque adresse, chaque licence pro ait son option webinaire à elle. Donc c'est aussi à prendre en compte dans le budget global. Une question sur Zoom, mais pour laquelle tu sauras sûrement mieux répondre que moi, Zoé, pour avoir rédigé un super guide sur l'organisation des AG en ligne. Ah oui. Jean-Marie demande comment voter en AG sur Zoom. Alors là, on sort un petit peu du cadre de la formation à distance. Effectivement, il y a une fonctionnalité sondage sur Zoom qui vous permet de collecter des votes anonymes à une question. Mais là, de ce que j'entends, si on est dans le cadre d'une AG à distance en ligne, la question sera davantage juridique que sur l'outil. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous regardiez dans vos statuts s'il est mentionné d'une manière ou d'une autre la possibilité de voter à distance, de voter par correspondance. Si c'est le cas, ou du moins si vos statuts sont flous, eh bien oui, vous pourrez utiliser des outils de sondage en ligne. Si malheureusement vos statuts mentionnent clairement que non, ce n'est pas possible, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas utiliser des questionnaires ou des outils de questionnaires en ligne. Et du coup, pour creuser sur les outils, pour creuser sur les outils, Jean-Marie, je vous invite à consulter le guide qu'on a rédigé chez Solidatech. Je vous l'ai mis dans le chat.
Comme ça, vous aurez toutes les infos. Il nous reste pas mal de questions. On va essayer d'en prendre encore quelques-unes pour ceux qui auraient 5 minutes de plus à nous consacrer. Et puis après, on va conclure. Alors, par exemple, une question sur Zoom encore, sur la fonctionnalité sondage. Vous Oui. parlez d'un doc d'info. On a parlé d'un doc d'info? Il n'y a pas le prénom de la personne, mais vous parlez d'un doc d'info, où le trouver? Alors, j'ai pas l'impression qu'on ait parlé d'un doc d'info, mais comme je gère les questions en parallèle, peut-être que... Peut-être que la personne peut spécifier sa question. Oui, peut-être reformuler, ou bien sinon, en tous les cas, les informations principales sont sur la page produit sur le site Solidatech, donc vous avez le lien aussi dans le chat. Mais oui, là, sinon, j'avoue que je suis désolée, on n'est pas très au clair sur la question. Zoé, au tout début de la présentation, pour aussi revenir sur les autres formats de formation au-delà de webinaire et MOOC, tu as évoqué les SPOC, SPOC. Oui. Est-ce que tu aurais, demande Pierre, quelques commentaires sur le sujet, quelques petites infos supplémentaires ou pistes ou quoi? Oui, je me suis pas forcément, j'ai pas forcément abordé davantage ce sujet parce que c'est un format de formation à distance qui est encore assez peu développé, du moins dans le secteur associatif. En fait, c'est parti du constat que les fameux MOOC dont on vient de parler, qui sont ces formats qui s'adressent à un public très large, plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, eh bien, l'inconvénient de ces MOOC, le retour d'expérience qui a été fait par pas mal d'acteurs de la formation, c'est qu'il y avait un taux d'abandon assez fort. Vous l'avez peut-être expérimenté si vous avez suivi des MOOC. On est hyper motivé au départ. On suit très bien, de manière très assidue, les 2 premiers modules pendant 2 semaines. Et puis, après, le quotidien nous rattrape et on abandonne peu à peu. On oublie de faire les exercices, de répondre aux questions dans les forums. Et donc, ça montre qu'il y a un taux d'abandon assez important pour les MOOC. Et du coup, face à ce constat-là, des personnes se sont dit... il faudrait recréer l'ambiance, l'environnement d'une salle de classe pour justement que les personnes les participants s'engagent davantage, restent motivés tout au long du parcours de la formation. Et donc, on a créé ces formats de SPOC, de Small Private Online Courses, avec cette idée d'une part, de ne plus ouvrir la formation à un large panel de participants, mais de faire une première sélection. Ça peut être de différentes manières. Il y a différentes pratiques sur la motivation, les compétences. Mais l'idée qu'on restreint un petit peu l'audience à une trentaine de personnes et que derrière, pour le coup, on va avoir plusieurs animateurs, plusieurs enseignants, plusieurs experts qui vont animer, échanger avec les participants de manière soit individuelle, dans le cadre de visioconférences individuelles, ou en répondant de manière individuelle dans les forums de discussion, ou en corrigeant de manière individuelle encore des exercices, mais vraiment avoir ces échanges très rapprochés entre formateurs et apprenants, ce qui est beaucoup plus difficile à avoir dans le cadre des MOOC, où là, quand on a 10 000 participants, eh bien, on ne peut pas avoir un enseignant, un formateur derrière chaque apprenant. Donc, c'est pour ça que les SPOC ont émergé et prennent peu à peu leur place, mais surtout, j'ai l'impression de ce qu'on a pu voir dans le secteur privé, dans l'entreprise. Super, merci beaucoup Zoé. À propos de Zoom, encore une ou deux petites questions. Par exemple, de la part de Valentine qui demande, et je crois qu'elle n'est pas la seule d'ailleurs, qui nous demande si c'est possible de bénéficier de la réduction Solidatech dont on parlait tout à l'heure a posteriori, donc quand on a déjà un abonnement payant. Alors, pour information, la réponse est non. Cette réduction n'est valable que pour les abonnements non en cours, si je puis dire. En revanche, ce sont des abonnements pour lesquels le coupon de réduction est valable 1 an. Donc j'en profite aussi pour glisser, soit dit en passant, qu'il faut renouveler sa réduction tous les ans, parce que ne pas le faire, ça serait prendre le risque de prolonger son abonnement, mais pouf, tout d'un coup au tarif plein, et ça pourrait cogner un petit peu.
Alexandre qui s'inquiétait des problèmes de sécurité sur Zoom et qui demandait s'ils avaient été corrigés. Alors, je suis désolée, je vais très rapidement parce qu'on est déjà un petit peu hors timing, mais globalement, la réponse est oui. Pour faire simple, les problèmes de sécurité qui étaient valables lors du premier confinement sur Zoom, ça concernait surtout les abonnements gratuits, pas les licences professionnelles déjà. Et en plus, Zoom ayant été tellement sous les feux des projecteurs que oui, ils ont rectifié, ils se sont bien mis en conformité avec le RGPD. J'ai même vu encore récemment qu'ils proposaient des nouvelles options de chiffrement de bout en bout sous réserve qu'on le paramètre de la sorte en amont de ces réunions, etc. Donc, il n'y a vraiment pas de souci avec les licences pro de Zoom. Je m'avancerai moins sur les licences non professionnelles, mais ça, c'est comme valable pour beaucoup de choses de ce genre. Allez, Zoé, une petite question pour toi. Les brise-glaces, c'est ta spécialité? Une référence, il y a Vincent qui demande si tu as une référence pour les brise-glaces pour l'animation d'un webinaire. Une référence non, enfin, j'ai plusieurs références. Il y en a déjà pas mal, déjà sur l'approche dans le guide vers lequel je vous renvoie, le guide du collectif POWA, P-O-W-A. Après, si vous êtes issu du monde de l'animation, si vous avez fait votre BAFA, il y a déjà pas mal de brise-glaces qui existent, que vous pouvez retrouver sur Internet assez facilement. Il y a des collectifs qui ont créé pas mal de livrets sur le sujet. Moi, ce que je fais généralement, c'est que j'adapte ces brise-glaces avec des outils numériques. Ça peut être, par exemple, faire sa météo du jour. Ça, c'est un exemple de brise-glace. Ça peut être des interviews croisées quand on se met en sous-groupe via Zoom. Donc, il y a plein de petites astuces. On peut déjà s'inspirer de pas mal d'outils d'animation qui existent dans le monde physique et de les adapter avec des outils numériques. Super, merci Zoé. Et puis on va terminer juste avec quelques petits points de précision supplémentaires sur Zoom. Je suis désolée de radoter, mais c'est vraiment un sujet qui a pas mal mobilisé aujourd'hui. Alors notamment Céline qui nous demande comment activer la fonction Q et R sur Zoom. Est-ce que c'est une option payante, etc. Alors Céline, c'est une option qui n'est pas disponible en mode visioconférence, qui n'est disponible que dans la version webinaire. Et c'est pas une option payante à proprement parler. Enfin, disons que c'est l'option webinaire qui est payante, mais après, la fonction QR est forcément disponible dedans. Et ça s'active en amont lors de la programmation de votre webinaire dans les paramètres. Voilà pour cet aspect-là. Après, nous avions une autre question sur la division en sous-groupes qui avait déjà été évoquée tout à l'heure, de quel type d'abonnement sur Zoom il fallait bénéficier pour pouvoir faire ça. Alors, à ma connaissance, pour le coup, c'est même en visioconférence, c'est possible, hein, Zoé? Ah oui, oui. Oui, là, c'est vrai. En fait, il n'y a pas d'option, quoi. C'est inclus, on va dire, dans le. Par contre, c'est une fonctionnalité activée, voilà, mais qui est forcément disponible. En tout cas, après, nous, on connaît quand même les versions pro, donc je ne sais pas si c'est le cas sur la version gratuite. Ça, je suis désolée, on ne saurait pas forcément vous dire, Solène, mais en tous les cas, c'est disponible en webinaire comme en visio et de manière juste à activer en amont, mais de manière tout à fait gratuite, si je puis dire. Et puis, il y avait une dernière question sur Zoom. Enfin, pour le coup, non, pas spécialement sur Zoom, mais sur le format de webinaire en règle générale. Et puis, on s'arrêtera sur cette question-là, qui était de comment s'assurer que notre audience suit bien et comprend bien notre propos, afin d'ajuster aussi ce qu'on raconte si besoin, puisqu'on n'a pas d'interaction à proprement parler directe quand on est en webinaire. Alors, une première piste, c'est par exemple l'outil de sondage directement intégré dans Zoom. Ça peut être, pourquoi pas, après un sujet qui a été traité, poser quelques questions pour vérifier que ça a été compris à qui, et puis pour voir que s'il y a une question où la moitié des gens ont mal répondu, retourner et réexpliquer cet aspect-là. Je pense que Zoé, les outils dont tu parlais tout à l'heure, même si c'est version un peu gamification, hein, genre Kahoot, etc., ça s'y prête bien aussi.
ça s'y prête tout à fait. Peut-être faire des enquêtes de satisfaction à l'issue des webinaires pour déjà voir si la qualité du webinaire était au rendez-vous pour les participants et puis éventuellement ajouter quelques questions, tests sur le contenu qui a été abordé ou le sujet qui a été discuté. Je pense qu'un bon indicateur aussi, c'est de suivre un petit peu le nombre de participants qui continuent à suivre le webinaire tout au long de la formation. Si on commence à 80 et qu'on finit à 40, généralement, ce n'est pas un très bon indicateur d'engagement. Si on dépasse le temps comme nous et que du coup, voilà. on sait qu'il n'y a que les plus motivés qui restent. Tout à fait. Super. Et écoutez, justement, à propos de temps dépassé, on va s'arrêter là et libérer tout le monde. Mais en tous les cas, merci beaucoup, Faustine et Zoé, pour votre présentation. Ça m'a semblé clair. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et puis, merci à tous les participants pour votre présence d'une part et pour votre participation aussi, justement, parce qu'on a eu tout plein de questions pertinentes et ça fait toujours plaisir. Il en reste juste quelques-unes auxquelles on n'a pas pu répondre. Je suis désolée, mais voilà, on a fait au mieux le ratio. On dépasse le temps et on satisfait le plus de demandes possible. Mais voilà, on vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon courage pour les semaines qui viennent. On a bien conscience que la situation est compliquée ces temps-ci. Donc voilà, on est de tout cœur avec vous et on vous souhaite vraiment une très bonne continuation. Et puis à bientôt sur un prochain webinaire, on espère. Merci à beaucoup. vous. Au revoir.